Les revues citoyennes. Le podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur les revues citoyennes. Nous allons vous présenter aujourd'hui notre revue numéro 38 du nom de Coup d'État planétaire. Alors cette revue est tirée du livre Coup d'État planétaire, paru en 2018 aux éditions Réorganisation du Monde et dont l'auteur est Liliane Eld Kawam. Alors cette revue est disponible en version écrite sur notre canal Telegram Revue Citoyenne ou sur notre site internet www.revuecitoyenne.com. Alors présentons Liliane Eld Kawam qui est l'auteur de ce livre, qui est donc née à Héliopolis en Égypte et a vécu au Liban, en France, en Suisse et aux États-Unis. Elle a aujourd'hui la binationalité suisse et libanaise, mais avec des origines multiples, byzantines, arméniennes, alépines, libanaises, grecques et éthiopiennes. Elle est diplômée en 1982 en économie d'entreprise de l'université de Neuchâtel en Suisse. Elle a fondé en 1989 une entreprise basée à Lausanne et active dans le conseil en stratégie d'entreprise et en management. Le slogan de l'entreprise est « Le développement de l'humain dans le développement de l'organisation ». Elle a mis au point un système de gestion qui intègre le développement des processus, des projets et des compétences humaines. Cette méthodologie, appelée MPC, vise une gestion d'entreprise basée sur l'humain. Elle est également l'auteur du livre « Le management par le coaching », publié aux éditions ProMind en 2002 et traduit en anglais, dont vous pouvez retrouver le lien sur la revue écrite. Elle est également auteure de 3 livres chocs, dont Dépossession, paru en 2018, dont vous pouvez retrouver le résumé dans la revue citoyenne numéro 37, dont Coup d'État planétaire, la revue qu'on va vous présenter maintenant, et L'humanité vampirisée, paru récemment en 2024. Alors, avant de passer au sommaire, nous allons vous présenter un petit peu la préface de ce livre. Alors, depuis la fin du second conflit mondial, les sociétés ont connu une transformation profonde et rapide qui s'est accélérée avec les révolutions technologiques. Ces évolutions peuvent être divisées en 3 grandes périodes: l'essor économique des pétrodollars, la mondialisation et enfin la globalisation. La première période a vu les États-Unis devenir la première puissance mondiale et tirer parti de l'abondance de pétrole par la mise en place d'un système monétaire mondial basé sur le dollar. Cela a permis un développement rapide des économies occidentales, souvent au détriment des autres régions du monde. La deuxième période, celle de la mondialisation, s'est accompagnée de crises financières et d'une instabilité du système monétaire international. La libéralisation des marchés a été promue, avec l'idée que la dérégulation et la privatisation des biens et services publics étaient indispensables à la croissance économique. Mais ce processus a conduit les États à perdre une grande partie de leur souveraineté. La chose publique a été saccagée avec la complicité des médias aux ordres qui ont propagé un discours néolibéral. Enfin, la troisième période, celle de la globalisation, est marquée par la domination de quelques grands acteurs financiers, notamment les gestionnaires d'actifs, comme BlackRock et Vanguard par exemple, qui contrôlent d'énormes flux financiers mondiaux et influencent la direction des économies. Ces entités sont des instruments de pouvoir aux mains de l'oligarchie financière. Cette oligarchie est le fruit d'une élite anglo-saxonne qui s'est attribuée la création monétaire pour dominer aujourd'hui la planète finance. L'économiste Maurice Allais, prix Nobel d'économie, a décrit les dérives de la mondialisation et la financiarisation de l'économie. Il soulignait que les politiques néolibérales de dérégulation et de libéralisation incontrôlée mènent à des inégalités croissantes et à une concentration excessive de la richesse, minant la croissance réelle et alimentant l'endettement des États. Ce processus, selon Maurice Allais, conduit à une perte de contrôle des États qui deviennent de plus en plus dépendants des marchés financiers et des institutions internationales qui sont au service de ce système néolibéral. Derrière cette critique du néolibéralisme, il y a ce constat que la mondialisation a favorisé un transfert de richesse vers une élite, souvent opaque, et un transfert de pouvoir qui affaiblit les démocraties et la souveraineté des États, transformées en coquilles vides.
Alors passons au sommaire. Après l'introduction, nous présenterons à la première partie la montée en puissance du mondialisme. Nous parlerons ensuite, dans un second temps, de la stratégie mondialiste. La troisième partie traitera des organisations internationales au service du globalisme. La quatrième partie, tant qu'à elle, nous parlerons de la green business au service de l'oligarchie. Et avant de conclure, nous passerons à une cinquième partie qui se nomme du néolibéralisme, l'État au service des puissants. Comme le citait Franklin Roosevelt en 1936, nous avons dû lutter contre les vieux ennemis de la paix, le monopole industriel et financier. Nous savons maintenant qu'il est tout aussi dangereux d'être gouverné par l'argent organisé que par le crime organisé. L'oligarchie financière a réussi à s'imposer en monopolisant le système monétaire global. Cela lui permet de globaliser les processus de production de l'industrie et de la finance afin de détenir l'ensemble des leviers pour instaurer une gouvernance mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et leurs alliés ont établi un nouvel ordre économique mondial fondé sur les accords de Bretton Woods en 1944. L'objectif était de créer un système stable avec le dollar américain comme monnaie de référence soutenu par l'or. Cette structure a donné aux États-Unis un pouvoir sans précédent en rendant le dollar indispensable au commerce et aux réserves mondiales, un phénomène que l'on pourrait qualifier de colonialisme monétaire. Ainsi, les anglo-saxons se sont accordés pour prendre le contrôle du monde, non par le fait militaire, mais par le fait monétaire. La proposition britannique de John Maynard Keynes pour une monnaie supranationale, le Banco, n'a pas abouti. À la place, la vision américaine a prévalu et le dollar est devenu l'unique monnaie de réserve mondiale. Cependant, ce système a fini par rencontrer ses limites, notamment avec la décision de Richard Nixon en 1971 de déconnecter le dollar de l'or, initiant ainsi l'ère des monnaies flottantes, confirmée par les accords de la Jamaïque en 1976. Cette réforme a permis aux États-Unis et aux banques centrales d'émettre de la monnaie contre de la dette, accélérant l'endettement global et les déficits commerciaux américains. Nous avons ainsi assisté au transfert du pouvoir de la création monétaire des États vers des institutions bancaires privées et des banques centrales de plus en plus indépendantes, mais influencées par les grands acteurs financiers privés. Traditionnellement, la création monétaire était un attribut régalien de l'État, symbole de sa souveraineté. Dans une démocratie, c'est l'État qui a ce privilège de battre monnaie. Dans le nouveau système oligarchique, ce privilège est passé aux mains des banques privées et des entités financières, transformant la création monétaire en un mécanisme de profit pour une minorité. Le modèle actuel repose sur un double seigneuriage. D'une part, la création monétaire initiale, et d'autre part, l'augmentation de la dette qui enrichit les créanciers privés grâce aux intérêts payés par les États et les citoyens. Ainsi, les États sont devenus progressivement dépendants de la finance privée, ont accru leur dette, ont abandonné certaines de leurs prérogatives économiques au profit des grands acteurs financiers. Jacques Rueff, économiste français, décrivait cette dépendance au dollar et l'endettement occidental croissant comme un péché monétaire. Selon Rueff, ce modèle monétaire qui incite les États à maintenir des déficits croissants pour soutenir la demande mondiale en dollars est fondamentalement instable et menace la viabilité économique des nations. Ce cycle de déficit alimente la dette mondiale. Cette dépendance systémique est un risque important d'effondrement. En laissant le contrôle de la monnaie aux banques privées, les États deviennent dépendants de l'endettement pour financer leur politique. Cette dépendance conduit à un appauvrissement des États qui voient leurs ressources drainer vers le secteur financier mondial, souvent qualifié de casino mondial. Ce transfert de richesse, accentué par la globalisation des industries, contribue à une concentration du pouvoir entre les mains de quelques institutions financières et gestionnaires d'actifs aux dépens des États et des populations. L'ensemble de ce processus a permis l'émergence d'une oligarchie financière qui, par le contrôle de la création monétaire et des flux financiers mondiaux, exerce un pouvoir immense. Cette concentration de pouvoir, autrefois réservée aux États, façonne l'économie mondiale et influence directement les politiques nationales, souvent à l'encontre de l'intérêt public.
En introduction, nous pourrons dire que depuis l'après-guerre, le monde s'est progressivement orienté vers une économie financière mondialisée. Le Club de Rome, puissant think tank mondialiste, fondé par Aurelio Pesei, patron de Fiat, considère la mondialisation comme un phénomène inéluctable auquel nous devons soumettre sous peine d'être les grands perdants. Dans ce nouveau monde, les États ne sont plus les dépositaires de la souveraineté. Leur gestion est confiée à une technocratie supranationale. Le mantra de cette nouvelle élite anglo-saxonne est que la gestion du monde est une affaire collective qui doit être gérée de manière globale, au-delà des États et des citoyens. Ainsi, la collectivisation des ressources planétaires est nécessaire. C'est ce qu'on a appelé le développement durable. Ce mouvement redéfinit la propriété des ressources en la transférant de la sphère publique vers des acteurs privés et des institutions internationales qui en deviennent les gestionnaires. L'endettement croissant des États est un moyen permettant à l'oligarchie financière d'accaparer leurs ressources et de les rendre vulnérables aux directives des grandes entités financières telles que BlackRock ou Vanguard. Ces entités, qui gèrent des actifs colossaux, jouent un rôle central dans ce modèle en influençant les multinationales et les infrastructures stratégiques. Zbigniew Brzezinski voit dans cette évolution un monde sous contrôle technologique, une révolution technotronique. Ce concept décrit une société où science et technologie seraient utilisées pour contrôler les populations et instaurer une normalisation mondiale. Cette centralisation des informations via les algorithmes leur permet d'encadrer les comportements et peut restreindre les libertés fondamentales au nom de la sécurité ou de conformité. Liberté et propriété privée sont menacées, remplacées par une surveillance accrue et un contrôle sur la vie des citoyens. Ce changement est présenté comme nécessaire pour le bien collectif, mais les directives technocrates. La globalisation implique également l'intégration de populations culturellement et idéologiquement diverses, un processus qui peut générer des tensions sociales. Ce modèle, les élites utilisent ces tensions comme justification pour renforcer les mécanismes de surveillance et de contrôle. La fragmentation des sociétés ainsi accentuée rend plus difficile une résistance collective, ce qui permettrait à l'élite financière et technocratique de maintenir son pouvoir. Ce nouveau monde est destructeur sur le plan écologique et sociétal. Derrière les promesses de l'agenda 2030, qui prône un avenir durable, les multinationales continuent de surexploiter les ressources naturelles et humaines. Ce monde qui prône la performance est destructeur et va mener le monde à un désastre écologique, à une société inégalitaire, eugéniste et liberticide. Commençons par notre première partie, la montée en puissance du mondialisme. L'apparition d'un nouveau monde. Déjà en 1936, Franklin D. Roosevelt dénonçait l'influence excessive des monopoles. Aujourd'hui, cette concentration du pouvoir s'est intensifiée dans le cadre de la mondialisation, avec une minorité contrôlant des leviers économiques majeurs. Le nouveau monde globalisé est axé sur l'optimisation de la performance financière, où chaque organisation devient un centre de profit. L'individu est davantage un collaborateur au service de l'économie mondiale qu'un citoyen impliqué pour le bien-être collectif. Yuval Noah Harari, apôtre de ce nouveau monde, défend le fait que nous vivons dans un monde global, où les récits locaux ou nationaux sont dépassés par des dynamiques économiques, politiques et culturelles globales. Il décrit également une classe privilégiée de super-humains, capables de vivre plus longtemps et de jouir de capacités accrues, tandis que les autres sont relégués à une classe d'inutiles. Les deux guerres mondiales du XXe siècle ont servi à asseoir l'homogénie américaine et propager l'idée que les nations conduisent à la guerre. Et depuis une cinquantaine d'années, le concept de souveraineté nationale s'est affaibli face à la montée des entités supranationales. Zbigniew Brzezinski critique la gouvernance mondiale. Pour lui, la manière dont les banques internationales et les corporations multinationales agissent et planifient est de loin la plus avancée que le concept politique d'État-nation. Avec des initiatives comme l'agenda 2030 de l'ONU, on constate une subordination de la gouvernance nationale à une gouvernance économique mondiale. De plus,
Les politiciens et les médias sont complices de la promotion de la globalisation sous l'égide de la haute finance anglo-saxonne. Une classe oligarchique transnationale a émergé, dominant la politique mondiale et prenant le contrôle des organismes supranationaux, les Younglanders par exemple, comme une sorte d'État profond qui transcende les changements des partis politiques. La financiarisation de l'économie et la collectivisation des ressources à travers des partenariats publics-privés ont conduit à un appauvrissement généralisé et à une perte de confiance sous la politique qui est de plus en plus déconnectée du bien commun. Nous pouvons également constater qu'il y a une concentration des pouvoirs, une puissance croissante des multinationales. Les entreprises globales sont de plus en plus puissantes avec des bénéfices en hausse, tandis que la masse salariale ne progresse pas proportionnellement. Ces firmes se comportent comme des centres de profit et leur valeur ajoutée est constamment surveillée. Les scandales tels que le cartel des yaourts en 2016 montrent que des ententes illicites existent entre certaines multinationales pour influencer les marchés. Une détérioration des conditions de travail et des délocalisations. Le mal-être au travail est en hausse, marqué par une multiplication des cas de burn-out. Les sous-traitants des multinationales voient leurs conditions de travail se dégrader, souvent en raison des délocalisations qui se produisent sur les meilleures offres en termes de coûts. L'exemple de l'origine de nos smartphones est le plus parlant. Vous pouvez d'ailleurs voir l'émission Cash Investigation, le vrai coût de nos smartphones, dont vous pouvez retrouver le lien sur la revue écrite. En matière de technologie et de productivité, les avancées technologiques et l'intelligence artificielle permettent une augmentation de la productivité, mais cela se fait souvent au détriment des travailleurs et des régions moins développées. Les anglo-saxons, dits développés, eux, dominent l'économie mondiale. Nous pouvons également parler de l'urbanisation et inégalité régionale. L'urbanisation croissante conduit à la création de grandes mégapoles globalisées où les 600 plus grandes villes génèrent 60% du PIB mondial. Ces grandes agglomérations sont soutenues par des instances supranationales, ce qui aggrave les inégalités avec les régions rurales. La globalisation a également tendance à étouffer la concurrence, créant des monopoles sectoriels. L'exemple de la Standard Oil aux États-Unis, contrôlée par Rockefeller, montre comment des entreprises peuvent dominer un secteur entier. Des secteurs tels que la santé, Big Pharma, la grande distribution, l'agroalimentaire et les nouvelles technologies, GAFAM notamment, sont désormais dominés par quelques conglomérats. Nous pouvons également constater la perte de souveraineté des États. Selon Marie-France Garot, pour être souverain, un État doit remplir 4 conditions: battre monnaie, décider de la paix et de la guerre, battre les lois et rendre la justice. Alors battre la monnaie, c'est le transfert de la création monétaire vers le privé qui a considérablement réduit la souveraineté des États. Ces derniers doivent désormais s'endetter auprès des banques privées et au fil des décennies, leurs dettes s'accumulent. Décider de la paix et de la guerre, c'est l'adhésion à des organismes comme l'OTAN qui privent les États de leur droit de décider seuls de la paix ou de la guerre. Et faire la loi, les accords internationaux et les organisations supranationales supplantent les lois nationales. Les accords de libre-échange favorisent les grandes multinationales qui investissent dans le lobbying pour influencer sur les législations. Une harmonisation des normes est négociée dans le domaine des pesticides par exemple, qui tolèrent les bœufs aux hormones, les poulets chlorés, la viande synthétique ou les OGM. La directive Bolkestein, ou directive service, prévaut sur les lois nationales pour régenter par exemple les règles d'urbanisme, l'approvisionnement en eau ou la gestion des déchets. Cette directive supplante les organes démocratiques existants. Et le dernier point, rendre la justice. Les tribunaux nationaux perdent dans leur autorité face à des mécanismes comme le RDIE, un règlement des différends entre investisseurs et États, qui permettent aux multinationales de poursuivre leurs États. Par exemple, en 2012, l'Union européenne a été condamnée pour son refus d'importer des OGM. Ainsi, la mondialisation accélère la concentration des pouvoirs économiques et l'affaiblissement des États-nations face à des multinationales toujours plus puissantes. De plus, la perte de souveraineté des États au profit d'intérêts privés globaux entraîne une croissance des inégalités.
Passons à la partie 2 de la stratégie mondialiste, à commencer par le multilatéralisme. Au sortir de la guerre, les organisations supranationales sont chargées de multilatéraliser l'ensemble des États de la planète. Elles seront soutenues par la haute finance internationale afin de faire émerger une économie monde planétaire. Ainsi, des records de libre-échange sont signés à travers le globe avec le soutien des lobbyistes des firmes transnationales. La Charte de l'Atlantique va sceller une alliance entre la puissance britannique et l'Empire américain. En France, la collectivité européenne d'Alsace, créée en 2021, va signer le traité d'Aix-la-Chapelle et doter aux structures transfrontalières des ressources et des moyens. Le territoire d'Alsace est dénationalisé. Au niveau mondial, les firmes transnationales cherchent à asseoir leur pouvoir en faisant fi des territoires des nations ou de leur identité historique. Le monde des affaires, partenaire officiel des gouvernements. Qui paie commande? Les programmes de développement sont basés sur la création de partenariats publics-privés. Les gouvernances ne sont plus assurées par leurs élus, mais par un système contrôlé par la sphère privée. Les programmes vont concentrer les ressources, puis les redistribuer tout en contrôlant la redistribution selon les critères définis par ces programmes et sous l'influence des lobbies. Business Europe est un des principaux lobbies à Bruxelles. Via ce lobby, les multinationales, souvent américaines, multiplient les réunions auprès des commissaires européens, sachant que ce sont les commissaires européens qui rédigent les projets législatifs, veillent à leur mise en œuvre et établissent l'agenda politique de l'Union européenne. Les sponsors de l'ONU illustrent bien le principe de partenariat multipartite cher à l'ONU. Nous entendons parler de parrainage ou de lobbying, mais la réalité ressemble plus à de la corruption, collusion ou des conflits d'intérêts. En fait, derrière le terme de développement durable, l'agenda 2030 de l'ONU sert de feuille de route pour la mise en place de systèmes mondes composés d'un couple de partenaires privés que sont la finance et la technologie. Faisons un focus d'ailleurs sur les partenariats publics-privés, un coûteux partenariat public-privé non libéral. L'ONU encourage les partenariats publics-privés. Le principe de bonne gouvernance du FMI relève de la même volonté. L'agenda 2021 est également un partenariat mondial pour le développement. Ce partenariat public-privé permet à des entreprises privées de participer à la co-gouvernance mondiale. C'est le cas par exemple pour Veolia, qui est partenaire de Nulinitar, pour améliorer l'accès à l'eau des centres urbains. L'émission 1 de Cash Investigation, l'eau scandale de nos tuyaux, dénonce un oligopole où 3 entreprises se partagent le marché de la distribution de l'eau, telles que Veolia, SOR et Suez. Avec les partenariats publics-privés, le secteur public achète des services au privé, qui le met en location sous forme d'annuité. En réalité, les partenariats publics-privés sont une manne pour la haute finance et les multinationales. Passons à notre troisième partie, des organisations internationales sous contrôle des élites globalisées. Le président Woodrow Wilson disait que « Je crois que Dieu a présidé à la naissance de cette nation », ainsi que Bill Clinton. Plus la démocratie et le libéralisme politique s'imposeront, plus notre peuple sera capable de prospérer. Prononcé le 6 janvier 1941 par le président Franklin D. Roosevelt, le discours des Four Freedoms est en effet un moment clé de la vision américaine qui peut être qualifiée comme messianique par un nouvel ordre mondial au nom des droits de l'homme et des 4 libertés suivantes: la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de vivre à l'abri du besoin, la liberté de vivre à l'abri de la peur. En 1944, les accords de Bretton Woods, signés sous l'impulsion de Roosevelt et de personnalités comme Nelson Rockefeller, mettent en place un nouvel ordre économique mondial. Le dollar américain devient la monnaie de référence, consolidant l'influence économique des États-Unis. Ces accords introduisent aussi des institutions comme le FMI, le Fonds monétaire international, qui joue un rôle essentiel dans la régulation des dettes des États et le soutien à la stabilité financière mondiale. La BIRD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, devenue aujourd'hui une composante de la Banque mondiale, chargée de soutenir la reconstruction des pays après la guerre, et plus tard,
de favoriser le développement économique dans les pays en difficulté. Ces institutions devaient à l'origine stabiliser le commerce mondial et éviter les déséquilibres économiques qui avaient en partie conduit aux conflits mondiaux. Dans les années 1970, alors que les niveaux d'endettement des États explosent, le FMI évolue pour devenir une sorte de gardien de la dette publique et un acteur privé dans le financement du commerce international. Il s'éloigne parfois de sa mission initiale de soutien au développement pour incarner un cadre plus contraignant de gestion de la dette des pays en difficulté, souvent critiqué pour ses conditions austéritaires. L'OMS, l'Organisation mondiale du commerce, successeur du GATT, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, prend pour mission de promouvoir le libre-échange à travers le monde. Cependant, ces pratiques favorisent les grandes multinationales et creusent les inégalités économiques entre les pays les plus développés et ceux en voie de développement. L'ONU, créée en 1945 pour garantir la paix et promouvoir la coopération internationale, porte en elle une vision universaliste, tournée vers le multilatéralisme et la diplomatie. Toutefois, au fil des décennies, l'organisation s'est éloignée de ses principes fondateurs pour prendre une orientation plus technocratique, et parfois influencée par des intérêts corporatistes et financiers. L'ONU promeut le désarmement des États-nations au profit d'un ordre globalisé. C'est clairement une menace pour la souveraineté nationale des États. D'autre part, la mondialisation, sous l'égide des grandes institutions internationales et des multinationales, conduit à une forme de domination des grandes entreprises au détriment des démocraties nationales. L'écrivain philosophe soviétique Alexandre Zinoviev a analysé ces tendances dans ses travaux. Il voit dans la globalisation une dynamique potentielle totalitaire et la concentration des pouvoirs économiques et politiques entre les mains d'une élite internationale pourrait éroder les libertés individuelles et démocratiques. Pour lui, l'utopie du monde libre post-Seconde Guerre mondiale s'est progressivement transformée en un système où les États et les citoyens sont de plus en plus soumis aux logiques du grand capital. Parlons du Fair Deal. Le Fair Deal, proposé par Truman, est perçu par certains comme une forme de messianisme économique. Le modèle du développement basé sur l'économie de marché est présenté comme une solution universelle pour les pays sous-développés. Cette approche qui se veut humanitaire sert en réalité les intérêts économiques des États-Unis, favorisant une forme de colonisation douce par l'économie et la finance mondiale. Le multilibéralisme et la montée en puissance des acteurs privés dans la gouvernance mondiale sont encouragés, affaiblissant la souveraineté des nations. La croissance économique des pays en développement doit profiter aux États-Unis et le modèle économique américain est considéré comme un modèle universel à suivre. Truman voit l'humanité comme une entreprise collective, impliquant un contrôle croissant de l'oligarchie économique mondiale avec la création d'institutions comme l'ONU, l'OTAN et le plan Marshall pour promouvoir cette vision. Les dirigeants d'après-guerre se parent de vertu pour justifier leur politique qualifiée de messianique. Selon Wilson ou Clinton, la démocratie et le libéralisme politique sont des conditions essentielles à la prospérité et au pouvoir des États-Unis. D'ailleurs, Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies, disait que le programme de développement durable est le plan d'action pour l'humanité, pour la planète. En matière de mondialisation à la globalisation, l'évolution des politiques économiques et sociales des dernières décennies sont marquées par la transformation du citoyen en simple consommateur. Notre société est devenue consumériste et la mentalité du profit envahit l'espace public. L'Union européenne est devenue avant tout un marché libéral qui supprime les barrières commerciales. Les entreprises deviennent transnationales et apatrites, cherchant à maximiser leurs profits au détriment des États-nations. Avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication, les marchés se globalisent, favorisant une intégration économique planétaire et accélérant la libéralisation des échanges, y compris humains, notamment via des accords comme le pacte de Marrakech. La globalisation est dominée par la haute finance et se caractérise par l'accumulation de capitaux et la désintégration des industries nationales à travers les délocalisations.
Les entreprises anglo-saxonnes jouent un rôle central dans ce processus, cherchant à affaiblir les États-nations et à minimiser le rôle de l'État au profit d'entités supranationales et privées. L'objectif marchand se trouve partout. Ainsi, même des pratiques illégales comme la vente de drogue commencent à être incluses dans le calcul du PIB, illustrant le triomphe de la logique marchande. La globalisation va encore plus loin. C'est l'apogée du système monde, avec des zones de production privilégiées à l'échelle planétaire. L'ONU, qui a officiellement un rôle de médiateur de paix, est aussi perçue comme un promoteur de la mondialisation, notamment à travers des programmes comme l'Agenda 2030 ou des concepts comme le développement durable. Ce programme, qui promeut la coopération universelle pour sauver la planète, prône à la fois l'éradication de la famine et l'application des politiques ultralibérales soutenues par l'OMS, telles que le traité de libre-échange et la libéralisation des services publics. Les États européens ont été piégés par l'Union européenne, perdant leur autonomie face à ces forces globales. L'Union européenne est vue comme un acteur majeur de cette perte de souveraineté. Les États membres n'ont plus le contrôle de leur politique économique et subissent l'autoritarisme des commissions européennes. La dette publique devient un moyen de contrôle, forçant les États à se plier aux grandes orientations décidées par ces institutions supranationales. Les États-nations, tels qu'ils étaient perçus autrefois, ont disparu de l'imaginaire collectif au profit d'un monde globalisé. Ce nouveau monde est dominé par la productivité et soumis à l'influence de la finance internationale. Dans ce cadre, les objectifs du développement durable, ODD, deviennent la feuille de route à suivre. Le nouveau monde doit adopter les objectifs de développement durable, qui passent par une prospérité commune et une diversité culturelle, ainsi que la conservation durable des ressources naturelles et d'un ordre naturel juste et pacifique. Les plans d'austérité imposés par le FMI n'ont pas apporté les bénéfices promis aux États qui les subissent. Le consensus de Washington, un accord entre le FMI et la Banque mondiale, impose une réduction de l'intervention de l'État en échange d'une aide financière. Ce consensus est ensuite remplacé par l'idée de bonne gouvernance, un terme qui masque en réalité les politiques néolibérales, suppression des taxes douanières, libéralisation économique et financière et introduction de nouveaux impôts. La bonne gouvernance devient un outil de contrôle supranational appliqué à divers pays en développement, notamment en Afrique. L'exemple de la Grèce illustre clairement comment les conséquences de ces réformes, avec une précarisation de la population et un transfert des richesses publiques vers le secteur privé sous l'égide du FMI. Les plans d'austérité, au lieu de stabiliser l'économie, ont exacerbé les inégalités et affaibli la souveraineté nationale. Avant-dernière partie, le green business au service de l'oligarchie, à commencer par les origines du développement durable. En 1972, le Club de Rome publie un rapport majeur intitulé « Les limites à la croissance », également connu sous le nom de rapport Meadows. Ce rapport est une étude commandée par le Club de Rome et réalisée par une équipe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, qui a utilisé un modèle informatique pour simuler les conséquences d'une croissance économique et démographique infinie dans un monde en ressources finies. Le rapport Meadows s'inscrit dans une vision néo-malthusienne. Malthus affirmait que la croissance démographique tend à dépasser les ressources disponibles, ce qui entraîne famine et effondrement. De manière similaire, le rapport Meadows prévient que, si la croissance économique, industrielle et démographique se poursuit sans contrôle, elle entraînera une crise environnementale majeure et potentiellement un effondrement global d'ici la fin du XXIe siècle. Le concept de développement durable est trompeur et hypocrite. Apparu dans les années 1980 avec la commission Brundtland, il invite à repousser les limites de la nature ou redéfinir l'organisation sociétale afin de poursuivre la croissance. Ils auraient dû s'attaquer aux grands pollueurs, mais ce concept est sous influence des lobbies, des multinationales. Ainsi, des mécanismes comme les crédits carbone ont été mis en place et permettent aux multinationales de continuer à polluer tout en prétendant être responsables. Les multinationales ont un rôle majeur dans cette hypocrisie. Des entreprises telles que Unilever, qui se présentent comme un acteur du développement durable,
sont accusés de violations environnementales et des droits humains à travers leurs fournisseurs comme Wilmar. De plus, de grandes entreprises comme Dow Chemical et DuPont, connues pour leurs pratiques polluantes, parrainent les initiatives de l'ONU sur le développement durable, comme des COP. L'image verte des multinationales n'est qu'un outil de marketing permettant aux grandes entreprises de continuer à profiter de la mondialisation. Le développement durable n'a pas ralenti la croissance économique. Depuis l'introduction de ce concept, la croissance n'a fait que s'accélérer. Ainsi, le développement durable ouvre des perspectives au green business et des entreprises labellisées développement durable détruisent les poumons de la planète. Le développement durable est également un outil de contrôle des populations, qui va au-delà de l'environnement pour inclure des aspects sociaux et économiques. L'Agenda 2021, lancé lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, est un plan global qui cherche à uniformiser la gestion des territoires et des ressources, en imposant des normes identiques aux États, sans tenir compte des spécificités régionales ou culturelles. Le chapitre 5 de l'Agenda 21 aborde la dynamique démographique, introduisant un argumentaire sur un nécessaire eugénisme libéral, notamment par rapport à des sujets comme l'avortement ou le tri génétique. Ces questions sont liées à une idéologie néo-malthusienne où la réduction de la population est vue comme une solution aux problèmes environnementaux. Cette perspective est renforcée par la conférence de Copenhague en 2009, pendant laquelle il a été avancé que la lutte contre le réchauffement climatique nécessiterait une diminution drastique de la population mondiale. Ainsi, les politiques de développement durable pourraient être utilisées non pas pour protéger l'environnement, mais pour contrôler la population et imposer des politiques uniformes au mépris des différences locales et humaines. Les multinationales ont un discours sur la protection du climat qui est souvent vu comme un discours hypocrite. Tout en culpabilisant les citoyens pour leur consommation polluante, elles continuent à suivre des pratiques très nocives pour l'environnement. Parmi ces pratiques, on peut citer l'obsolescence programmée, où les produits sont conçus pour durer moins longtemps afin de favoriser un renouvellement constant et une consommation accrue. Ensuite, la mondialisation repose également sur les différences de salaires entre les pays, mais surtout sur les faibles coûts de transport, en grande partie grâce à la désindexation du carburant pour les cargos et les avions. Cette détaxation, en vigueur depuis la Convention de Chicago en 1944, pour le kérosène, permet aux grandes entreprises de continuer à polluer massivement sans conséquences fiscales. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la revue écrite le lien sur le complément d'information Cargo, la face cachée du fret. La pollution marine provoquée par le dégazage et le débalestage des cargos. Une catastrophe écologique majeure, malheureusement sous-médiatisée. 20 cargos produisent autant de pollution que toutes les voitures dans le monde. Le narratif du réchauffement climatique est exploité pour ouvrir de nouvelles routes commerciales maritimes, notamment entre l'Europe et l'Asie. De plus, dans les grandes entreprises comme Shell, malgré des bénéfices colossaux, on échappe aux impôts tout en encourageant des pratiques polluantes comme la fracturation hydraulique. Il y a donc une double hypocrisie, celle des multinationales qui prônent des pratiques écologiques tout en continuant à polluer massivement, et celle des gouvernants qui facilitent ces activités via une impunité fiscale ou une réglementation permissive. Les évolutions récentes en matière de gouvernance et de gestion des ressources se manifestent par un contrôle accru des populations et une réduction des libertés individuelles au nom du développement durable et de la gestion économique. L'État français a ouvert de nouvelles voies pour taxer les propriétaires, notamment via l'IFI et la loi Leglésienne, qui dissocie la propriété des murs et du sol. La haute finance qui contrôle la création de monnaie dette serait également impliquée dans la gestion des ressources naturelles, en phase avec les objectifs du programme 2030 de l'ONU, qui vise à éliminer la pauvreté et à protéger la planète. L'économiste Kate Raworth propose une réforme de la pensée économique mettant en avant un modèle d'homme social adaptable en lien avec l'agenda 21, prônant une redistribution des richesses. Cependant, cette redistribution s'accompagnerait d'une privatisation des ressources communes, comme l'eau, ce qui suscite des critiques quant aux intentions réelles des multinationales comme Nestlé Water.
la privatisation des barrages hydrauliques, la surexploitation des nappes phréatiques et l'implication croissante des marchés financiers dans la gestion des biens communs sont vus comme des menaces à l'équité et à l'accès universel. Enfin, nous constatons des évolutions vers des sociétés hyperconnectées et normées avec l'avènement des smart cities. Ces villes seraient caractérisées par une surveillance accrue, une réduction des libertés et une uniformisation de la vie sociale, favorisée par les technologies de l'information et les compteurs intelligents. Ce modèle de société hyperconnectée ressemble beaucoup à une forme de contrôle social déguisé sous les idéaux de développement durable et font craindre une évolution vers un collectivisme qui impose des contraintes aux individus. L'homme social adaptable, c'est prendre en compte la nécessité de réorganisation sociale pour sauver la planète. Ainsi, les activités humaines doivent être repensées à la mobilité où la propriété privée devait être réduite. Avant de passer à notre conclusion, passons à la partie 5, le néolibéralisme au service des puissants. L'oligarchie n'est pas libérale. L'application de doctrines comme le libre-échange et la bonne gouvernance dans le cadre de la mondialisation sont éloignées des principes fondateurs du libéralisme classique, tels que ceux d'Adam Smith et de David Ricardo. Les doctrines qui imposent une bonne gouvernance ou le respect de l'agenda 2030 se revendiquent comme étant libérales. Mais nous constatons l'accumulation de richesses de la sphère privée au profit d'une minorité. Dans le cas du Venezuela, l'application de la théorie des avantages comparatifs, en misant tout sur l'exportation du pétrole au détriment de la désertification économique, illustre bien les limites de cette doctrine lorsqu'elle est appliquée de manière rigide dans un contexte de dépendance à un marché mondial, instable et manipulé. Cela a mené à une économie vulnérable, sujette à des pénuries internes et à une dépendance excessive aux importations, notamment alimentaires. Le libre-échange prôné par Ricardo peut effectivement favoriser les économies les plus fortes. Les économies dominantes, qui ont souvent une influence disproportionnée sur les institutions financières internationales, en tirent profit, tandis que les pays les plus faibles, comme le Venezuela, se retrouvent exposés à des vulnérabilités structurelles. Enfin, les grandes entreprises transnationales et la finance internationale qui manipulent le marché sont une dérive du capitalisme contemporain. Les firmes transnationales, aidées par des financements massifs et des pratiques d'optimisation fiscale, profitent d'une ouverture de marché comme celle de l'Union européenne au détriment des petites entreprises et de la concurrence. Des exemples comme Uber montrent comment une entreprise peut contourner les règles du jeu traditionnel grâce à des levées de fonds très importantes, faussant ainsi le fonctionnement normal du marché et créant des situations de quasi-monopole. Ainsi, nous nous dirigeons vers une forme de collectivisme privatisé, où quelques acteurs privés concentrent les richesses et le pouvoir économique, ce qui va à l'encontre des principes libéraux classiques qui prônent une concurrence libre et non faussée. Le cas de la SNCM est révélateur. La Société nationale Corse Méditerranée a été à la fois subventionnée par l'État pour maintenir des emplois et assurer un service public, tout en étant privatisée par un fonds d'investissement démontrant ainsi une certaine incohérence entre le discours de libéralisation des marchés et les pratiques réelles. Le soutien aux médias, qui sont souvent détenus par des milliardaires, est bien évidemment problématique. Bien que ces groupes devraient théoriquement être autosuffisants, ils reçoivent des subventions étatiques qui les placent dans une position privilégiée par rapport aux autres acteurs économiques. Ces subventions peuvent servir d'outils de contrôle ou d'influence politique par l'État, tout en maintenant des apparences de pluralisme dans la presse. Quant à la fiscalité des multinationales, le chiffre astronomique de 1 000 milliards d'euros d'évasion fiscale estimé par la Commission européenne souligne l'ampleur du problème. Des pays comme le Luxembourg agissent comme des centres offshore au sein même de l'Union européenne, permettant à ces grandes entreprises d'échapper à une juste contribution fiscale. Il y a bien un déséquilibre entre les petites entreprises qui doivent souvent se conformer à une imposition directe et les multinationales qui bénéficient de régimes fiscaux bien plus avantageux. Cela va à l'encontre des principes du marché libre où tous les acteurs économiques devraient être soumis aux mêmes règles.
L'idée d'une économie planifiée par des organismes supranationaux, influencés par la haute finance internationale, trouve également une résonance dans l'exemple d'EDF. L'entreprise publique française, bien qu'opérant dans un cadre théoriquement concurrentiel, continue de bénéficier du soutien de l'État, tout en subissant des directives de l'Union européenne visant à libéraliser le marché de l'énergie. Cependant, dans la réalité, cette libéralisation profite davantage aux grands groupes financiers qu'à une véritable concurrence qui bénéficierait aux consommateurs. Ce favoritisme et ces pratiques montrent que l'idéal du libéralisme pur, où l'État n'intervient pas dans les marchés, est en grande partie une illusion. Au lieu de cela, nous observons une économie où les États, les institutions supranationales et la haute finance travaillent souvent de concert pour maintenir un système économique qui profite aux grands acteurs, au détriment des principes même du libéralisme traditionnel. La volonté de supprimer les barrières physiques entre les États européens est une réalité. Nous constatons la construction de tunnels et l'expansion d'infrastructures pour supprimer les barrières économiques et culturelles afin de faciliter la libre circulation des marchandises, un objectif clé de la mondialisation et du libéralisme économique globalisé. La déclaration de Jean-Claude Juncker en 2016, affirmant que les frontières sont la pire invention de l'homme, exprime clairement cette vision globaliste. Les frontières nationales, perçues comme des entraves aux échanges et à la fluidité économique, deviennent des obstacles à surmonter pour permettre aux plus grandes intégrations des marchés et des économies à l'échelle mondiale. Cette idéologie globaliste privilégie une mondialisation sans barrières, où les biens, les capitaux et même la main-d'œuvre peuvent circuler librement au détriment des souverainetés nationales. La restructuration des régions de France en 2014 s'inscrit dans ce processus plus large de réaménagement des territoires à l'échelle européenne. Pour ses défenseurs, elle permet une optimisation des ressources en centralisant et en rationalisant la gestion administrative et économique des territoires. Cependant, pour d'autres, cette restructuration contribue à effacer les identités régionales et nationales, une manière subtile de dénationaliser les territoires au profit d'une gouvernance plus supranationale dans laquelle l'État-nation perd une partie de son rôle central. Cette restructuration va de pair avec la création d'eurorégions, qui sont des espaces transfrontaliers où des régions de différents pays coopèrent directement, souvent sur des projets communs financés par l'Union européenne. Cela permet une gestion plus décentralisée des territoires. Mais cette décentralisation peut aussi être perçue comme un affaiblissement des États-nations, puisque ces projets sont de plus en plus pris en charge par l'Union européenne elle-même et non par les organes nationaux. En d'autres termes, les eurorégions symbolisent une forme de gouvernance où les frontières nationales sont progressivement supplantées par des collaborations régionales au sein de l'Union européenne, contournant ainsi l'autorité de l'État. L'Union européenne devient donc un acteur central dans cette réorganisation territoriale, en facilitant des coopérations transfrontalières et en prenant en charge la gestion de nombreux projets, en effaçant les frontières politiques et économiques et parfois culturelles. L'objectif semble être de créer un espace intégré où les territoires sont plus définis par la souveraineté nationale, mais par leur fonctionnalité au sein d'un réseau globalisé. Cette dynamique de globalisation est une stratégie de la finance internationale pour aligner les territoires et les économies selon les besoins du marché global plutôt que selon les besoins des populations locales. Ainsi, la globalisation et la réorganisation territoriale contribuent à transformer les États en simples entités administratives au service d'un système économique transnational où les grandes entreprises et les institutions financières jouent un rôle prépondérant dans la prise de décision. La privatisation de certains biens publics repose sur l'idée que les multinationales seraient de meilleurs gestionnaires. Par exemple, la préfecture de Loire-Atlantique a accordé à Veolia une concession pour gérer la plage de la Baule, contre une redevance annuelle. Cette privatisation entraîne une augmentation des redevances pour les commerçants locaux. Un autre exemple est celle des concessions autoroutières, où les sociétés privées réalisent d'importants profits aux dépens des usagers, comme Vinci, qui génère 60% de ses profits grâce aux autoroutes, bien que cela ne représente que 15% de ses activités. La globalisation a permis de passer de la firme intégrée à la firme réseau, et les multinationales adoptent une dimension multiculturelle.
De plus, pour renforcer la compétitivité des territoires, des pôles de compétitivité basés sur la théorie des avantages comparatifs se sont créés, regroupés par activités spécifiques pour bénéficier de ressources concentrées d'expertise locale. Ces pôles de compétitivité bénéficient largement de financements publics. Les start-up, soutenues par les fonds publics, notamment la BPI, prennent des risques pour développer des innovations, puis sont souvent rachetées par les multinationales une fois leur potentiel trouvé. Parlons de la nouvelle gestion publique. La nouvelle gestion publique, NGP, est un courant de réforme des administrations publiques qui a émergé dans les années 1980 dans plusieurs pays occidentaux, notamment au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande. Il s'inspire des principes de gestion issus du secteur privé, avec un accent sur la performance, l'efficacité et la réduction des coûts. L'idée de base est que les États, à travers ces administrations, devraient adopter des pratiques de gestion similaires à celles du secteur privé, dans une logique de marché, afin d'améliorer ses services tout en réduisant les dépenses. Les trois mots-clés souvent associés à NGP, économie, efficacité et efficience, reflètent cette volonté de rendre l'administration publique plus performante, en limitant le gaspillage et en se concentrant sur des résultats mesurables, avec une préférence pour des méthodes de gestion orientées vers la concurrence, la privatisation partielle des services publics et l'évaluation de la performance. La nouvelle gestion publique est l'application parfaite de l'idéologie néolibérale. La gestion des entreprises publiques et leur transition vers des modèles plus orientés vers le secteur privé, souvent dans le cadre de réformes inspirées par des logiques de nouvelle gestion publique, pose de sérieuses questions. Plusieurs exemples. La BPI, la Banque publique d'investissement, successeur de Doseo, a été critiquée concernant la gestion des ressources de cette institution publique. Par exemple, l'allocation d'un siège coûteux sur le boulevard Haussmann à Paris et l'achat de vastes locaux à Maison-Alfort peuvent sembler contradictoires avec sa mission de service public. Outre le fait d'être propriétaire de 30 000 m² à Maison-Alfort, elle est locataire boulevard Haussmann pour 6,6 millions d'euros par an. Ces dépenses somptuaires sont vues comme étant démesurées. France Télécom, qui est donc devenue Orange, a effectivement traversé une période tumultueuse après sa privatisation partielle dans les années 1990. Entre 1999 et 2001, l'entreprise a accumulé des pertes importantes, liées notamment à l'endettement massif pour financer son expansion internationale et l'acquisition de licences 3G. Cette privatisation, bien que motivée par une volonté de rendre l'entreprise plus compétitive et de réduire la participation publique, a conduit à des pertes financières importantes, plusieurs dizaines de milliards d'euros entre 1999 et 2001, ainsi qu'à une crise sociale dans l'entreprise, notamment lors des vagues de restructuration. Malgré cela, Michel Bon, ancien PDG de France Télécom, a continué à siéger au sein de divers conseils d'administration après cette période. Cette situation peut apparaître symptomatique de la manière dont certains dirigeants d'entreprises publiques ou privées continuent de graviter dans les hautes sphères économiques malgré des résultats mitigés ou controversés dans leurs précédentes fonctions. Malgré les promesses d'efficacité et de rationalisation, certaines décisions de gestion peuvent paraître coûteuses ou peu transparentes, et les responsables de cet échec économique continuent parfois d'occuper des postes de pouvoir. Les réformes néolibérales ou la privatisation ne sont pas toujours synonymes de meilleure gouvernance. Les seigneurs de la finance ont introduit des mécanismes de marché dans la sphère publique. Ainsi, les acteurs privés ont une influence croissante sur les décisions publiques. Le transfert de contrôle de la dette publique au marché financier confère un pouvoir considérable à ces derniers sur les États. Détenant une part importante de la dette publique, les acteurs financiers, notamment les grandes institutions bancaires et fonds d'investissement, peuvent exercer une pression sur les gouvernements pour adopter des politiques économiques favorables à leurs intérêts, telles que la réduction des dépenses publiques ou la privatisation des services publics. Cela renforce la dépendance des États vis-à-vis des marchés, ce qui peut limiter leur capacité à mener des politiques économiques indépendantes. Le projet TISA, Trade in Service Agreement, est un accord commercial multilatéral qui vise à libéraliser le commerce des services. L'objectif est d'ouvrir à la concurrence internationale des secteurs jusqu'à la protéger ou partiellement réguler au niveau national
comme le notariat, les soins de santé, la poste, les services ferroviaires, etc. La révélation de Wikileaks en 2014 ont mis en lumière les négociations secrètes entourant cet accord, suscitant des inquiétudes sur la transparence et les conséquences potentielles pour la souveraineté nationale et la protection des services publics. Ces secteurs, cruciaux pour le fonctionnement des sociétés, deviennent soumis à des logiques de marché qui peuvent affaiblir la qualité et leur accessibilité. Le CETA est un acteur économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne qui suscite des controverses. En effet, il interdit aux États membres de l'Union européenne de donner la préférence à des fournisseurs locaux dans les appels d'offres publics en vertu des règles de libre-échange et de non-discrimination entre entreprises. Cela peut conduire à la perte d'opportunités par des entreprises nationales ou locales au profit de multinationales étrangères mieux positionnées. Pour le secteur public français, cela s'est traduit par exemple par l'octroi de contrats de conseil de grands cabinets internationaux au détriment des acteurs locaux. Le recours massif par l'État français à des cabinets de conseil privés, souvent internationaux, pour orienter ses politiques publiques ou prendre en charge des tâches administratives complexes, a suscité des critiques, comme le relève ce reportage de Cash Investigation, McKinsey, une firme au cœur du pouvoir. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver le lien sur la revue écrite. Ces cabinets comme McKinsey ou Accenture ont été appelés à intervenir sur des dossiers dans des domaines sensibles, comme la gestion de la crise sanitaire ou la transition numérique. Ils sont critiqués pour avoir une trop forte influence ou par leur manque de transparence vis-à-vis du public. Cela pose des questions sur la démocratie et la capacité des gouvernements à prendre des décisions dans l'intérêt général sans être influencés par des entreprises liées à des intérêts privés ou financiers. Les organismes supranationaux partagent des lignes directrices communes, en particulier autour des grands enjeux globaux comme les développements durables, le changement climatique et les questions migratoires. Il faut des enjeux mondiaux pour mobiliser des organisations internationales. Les problèmes comme le changement climatique, les migrations de masse ou les développements durables transcendent les frontières nationales. Les organisations supranationales, comme l'ONU, l'Union européenne, le FMI, la Banque mondiale, etc., se coordonnent pour proposer des réponses globales. Ainsi, les objectifs de développement durable des Nations Unies ou les accords climatiques tels que les accords de Paris sur le climat sont des initiatives qui permettent de rassembler de nombreuses entités autour d'objectifs communs. Des institutions comme le Forum économique mondial ou des entités comme la Banque mondiale jouent un rôle clé dans la diffusion de ces idées, en mettant l'accent sur la nécessité de réformer le système économique et social pour intégrer des principes de durabilité et de gestion des crises climatiques et migratoires. Beaucoup d'organismes supranationaux sont influencés par des intérêts économiques puissants qui prônent une gestion mondialisée des ressources, des flux de capitaux et des questions environnementales. Le développement durable est vu comme une opportunité économique pour certains secteurs, notamment les industries vertes, les technologies propres ou les marchés carbone. Ces enjeux sont ainsi intégrés dans les agendas des institutions comme le FMI ou la Banque mondiale. À travers des forums comme le G20 ou le G7, des élites économiques, politiques et intellectuelles se retrouvent régulièrement pour définir des orientations communes. Ces réunions contribuent à une forme de convergence idéologique pour ces entités comme le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce ou l'Organisation des Nations unies, qui partagent avec les élites des objectifs de gouvernance globale. Les entités supranationales sont liées par des accords et traités internationaux qui les poussent à harmoniser leurs réponses et leurs actions. Par exemple, les traités climatiques comme l'accord de Paris ou des accords sur les migrations incitent à des actions concertées, alignant ainsi les politiques des différentes organisations autour des principes similaires. La loi Pacte, portée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, est adoptée en 2019, a pour objectif principal de stimuler la compétitivité des entreprises françaises et de lever certains verrous économiques perçus comme des freins à la croissance. Elle vise à moderniser le cadre législatif pour encourager l'innovation, simplifier les démarches administratives
et améliorer la compétitivité des entreprises, notamment en leur facilitant l'accès au financement. L'un des volets le plus marquant de la loi Pacte concerne la volonté de l'État de se désengager de certaines participations dans des entreprises publiques, notamment ADP, les aéroports de Paris, la Française des Jeux et Engie. La privatisation ont d'une part entraîné une perte de souveraineté économique. La privatisation d'ADP a entraîné une perte de contrôle public sur des infrastructures essentielles. La gestion des aéroports, en tant qu'infrastructure stratégique, ne doit pas être abandonnée à des intérêts privés, surtout étrangers, qui pourraient ne pas avoir les mêmes priorités que l'État en termes de sécurité ou d'aménagement du territoire. D'autre part, ces privatisations ont été accusées d'être utilisées pour réduire la dette publique, au lieu d'être véritablement réinvesties dans des projets d'avenir. Enfin, la privatisation de certaines structures publiques, les aéroports, les autoroutes, a entraîné une augmentation des tarifs pour les usagers et une dégradation de certains services, les entreprises privées cherchant souvent à maximiser leurs profits. L'État est également soumis aux GAFAM. L'essor des technologies numériques dans de nombreux secteurs, notamment la finance, l'administration publique, la santé et les télécommunications, entraîne une influence croissante des GAFAM. GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook et Amazon. Dans cette transition technologique et une plus grande dépendance aux infrastructures numériques. Dans le secteur de la santé, la digitalisation s'est accélérée avec la popularisation des téléconsultations et des plateformes telles que Doctolib. Cette tendance s'est amplifiée avec la pandémie du Covid-19. De plus, l'avènement de la G5 permettra une interconnexion massive des objets, à travers ce que l'on appelle l'Internet des objets ou IoT, Internet of Things. Cela va générer d'énormes quantités de données, posant des défis en matière de gestion, de confidentialité et de sécurité de ces données. Les données collectées, notamment dans les domaines de la santé, des services publics et de la finance, confèrent aux entreprises technologiques un pouvoir accru, avec la possibilité d'influencer des secteurs stratégiques. Le déploiement de la 5G va par exemple permettre l'apparition de smart cities, des villes intelligentes, qui va engendrer pour ses habitants plus de surveillance et moins de mobilité. Ainsi, la stratégie du tout numérique fait muter les États en cyber-administration. La Commission européenne donne l'exemple avec la mise en place d'un marché unique numérique, l'objectif étant de maximiser la circulation des données pour maximiser la croissance. Mais cette cyber-administration va profiter en premier à l'oligarchie. Enfin, l'accélération de la circulation des données se fait au détriment de la protection des données personnelles numérisées. L'identité numérique est ainsi le prochain objectif des GAFAM, et chaque citoyen est amené à devenir un cyber-citoyen. Passons à la conclusion. Abraham Lincoln définissait la démocratie par le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Un système démocratique est censé agir dans l'intérêt du peuple. Mais une oligarchie s'est mise en place, en toute discrétion, et détient aujourd'hui tous les leviers pour gouverner souverainement la planète et ses habitants. Cette nouvelle élite s'est appropriée les richesses financières et monétaires planétaires. Les États ont perdu de leur autonomie et leur processus de décision. L'oligarchie s'est également approprié les outils et processus de production. La chose publique a dû céder la place à la productivité et l'homme est devenu un outil de production. Inéluctablement, la notion de liberté, de propriété ou de droit à la vie privée sont menacées. Zbigniew Brzezinski disait « L'ère technologique implique l'apparition progressive d'une société plus contrôlée. Une telle société sera dominée par une élite débarrassée de valeurs traditionnelles. Bientôt, il sera possible d'assurer une surveillance presque continue de chaque citoyen et de maintenir des fichiers complets à jour, contenant même les informations les plus personnelles sur le citoyen. Ces fichiers feront l'objet d'une récupération instantanée par les autorités. » Après le progrès de l'intelligence artificielle, du big data et de la surveillance numérique, cette vision de Zbigniew Brzezinski prend forme. Chaque interaction, chaque comportement est potentiellement surveillé, analysé et encadré.
La transformation de l'État en cyberadministration place le gouvernement dans un rôle de gestionnaire d'un réseau globalisé, où la logique de multinationale s'impose. L'administration publique se voit peu à peu intégrée dans ce système numérique globalisé, devenant un maillon d'un appareil supranational où les priorités sont la productivité et l'efficacité, souvent au détriment des services publics et de l'intérêt général. La chose publique perd sa raison d'être et son autonomie pour être soumise à des impératifs économiques globaux. Le modèle de système monde vise une standardisation et uniformisation de la société, facilitée par les technologies numériques. Le concept de liberté individuelle est menacé dans cette transformation. Le contrôle devient omniprésent au nom de la sécurité ou de la productivité. Nous nous dirigeons vers un système de crédit social, tel qu'on le voit en Chine, où les comportements des individus sont notés et régulés. En acceptant ce modèle, les citoyens risquent de sacrifier leur liberté, leur droit à vie privée et même leur propriété privée, en échange d'une promesse de sécurité et de confort. Dans une société centrée sur la productivité, l'individu risque de devenir une simple variable d'ajustement. Les moins productifs pourraient être perçus comme inutiles. Ce nouvel ordre mondial est-il vraiment compatible avec les notions de démocratie, de liberté, de propriété privée ou de bien commun ? Cette revue numéro 38 touche donc à sa fin. Nous remercions Nicolas Raymond pour la rédaction. Et nous vous rappelons qu'elle est disponible en version écrite sur notre canal Telegram Revue Citoyenne, ainsi que sur notre site internet www.revuecitoyenne.com. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt.